Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le nouveau code électoral approuvé au Bénin par la Cour constitutionnelle. Texte controversé qui renforce les conditions pour se porter candidat aux élections législatives et présidentielles. Augmentation notamment des cautions. L'opposition parle de dispositions antidémocratiques, d'une gouvernance par les riches et d'un texte taillé sur mesure pour le président Patrice Talon. Alors ce code électoral marque-t-il un recul de la démocratie au Bénin? On en parle dans le débat. Des dizaines de milliers de personnes massées au stade du 28 septembre de Conakry. La Guinée a célébré ce 2 août ses 60 ans d'indépendance. Des festivités sur fond de contestation. Le bilan du président de la République est décrié avec des mots d'ordre de grève lancés notamment sur le front social. Une jeunesse au chômage, 60% des jeunes Africains sont sans emploi. Le chômage, véritable fléau sur le continent. Pour y faire face, certains établissements de l'enseignement supérieur tentent d'offrir des formations plus en adéquation avec les réalités du marché du travail. Au Tchad, des centres de formation mettent l'accent sur l'enseignement de l'agrobusiness. Et pour m'accompagner ce soir, avec moi sur ce plateau, Monsieur Gaspard Hubert Lonzikoko, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes analyste politique. À mes côtés également, notamment pour parler de l'actualité dans votre pays, la Guinée, Thierno Amidou Baldé. Vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, donc principal parti de l'opposition. À vos côtés, Monsieur Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à nos chers téléspectatrices et téléspectateurs. Et sans plus tarder, l'actualité politique. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a donc validé le nouveau code électoral, adoption à 6 mois des élections législatives et à 2 ans de l'élection présidentielle. Alors ce texte resserre de manière draconienne les conditions qui permettent aux Béninois de se porter candidat aux élections présidentielles et législatives. Ce code prévoit notamment une augmentation drastique de la caution exigée pour déposer sa candidature et impose par ailleurs aux candidats aux élections législatives d'être issus d'un parti représenté au niveau national. Ange Bijou-Nomenio. La Cour constitutionnelle a validé le nouveau code électoral ce mardi 2 octobre 2018 à Cotonou. Saisie d'une requête du président de la République le 13 septembre 2018, la Cour constitutionnelle, présidée par le professeur Joseph Djobinou, a déclaré conforme à la Constitution la nouvelle loi électorale votée par les députés de la 7e législature le 3 septembre 2018. La requête du président de la République est recevable. Article 2. Les requêtes de messieurs Paul Dehoumont et Boris Aké sont irrecevables. Le code électoral adopté par le Parlement a fait l'objet de vives polémiques dans le pays. Les dispositions au sujet de la candidature des forces de sécurité et assimilées des personnes naturalisées ont été invalidées. Je trouve que c'est une suite logique et dans la continuité des lois de la République. Je n'y trouve rien de contraire. La Cour n'a fait que son travail. Les dispositions relatives aux cautions faramineuses, au quota électoral et au quitus fiscal n'ont pas été touchées. Le cautionnement pour participer à l'élection présidentielle est ainsi maintenu à 250 millions de francs CFA. Pour les législatives, le montant du cautionnement est porté à 249 millions de francs par liste. Aussi, chaque liste est-elle tenue de fournir le quitus fiscal de chacun des candidats. Alors, parmi les réformes phares, une caution de près de 500 000 $ pour être candidat à l'élection présidentielle. Caution qui était jusqu'ici fixée à 30 000 $. Donc là, l'augmentation est drastique. Alors pour les législatives, il est exigé par liste une caution de 249 millions de francs CFA. Des conditions donc extrêmement resserrées. Thierno Amidou Baldé, quelles conséquences sur le jeu démocratique? Est-ce que ce code électoral marque un recul pour la démocratie au Bénin? Bon, à l'analyse notamment de ce texte, ou en tout cas de l'avis des uns et des autres, notamment de l'opposition et même de la mouvance au niveau du Bénin, on peut dire que ce code électoral n'est pas une véritable avancée. Et dans le sens que normalement la Constitution fait en sorte que tous les citoyens soient égaux en droit et en devoir, donc leur participation au jeu politique aussi, ils doivent être en égalité, mais face notamment à l'augmentation
de façon surdimensionnée des montants des cautions. Je trouve ça trop exagéré. Je me pose la question simplement comment est-ce que les principaux partis politiques de l'opposition sont financés. Si c'est par rapport à la population, c'est la population qui finance les partis politiques, est-ce que les populations ont les moyens pour financer les partis politiques afin qu'elles participent notamment à des élections? Je trouve très dommage quand même qu'au Bénin est un pays où on a quand même beaucoup de la quiétude, beaucoup d'avancées dans le processus électoral. Je pense que c'est un recul et c'est un peu dommage, et, notamment sur cette partie, surtout au niveau financement. Et je me pose simplement la question ensuite, c'est quel sera le remboursement après? Parce que je me dis, poser près de 500 000 $ dans un pays aussi pauvre, où les gens sont pauvres, pour une candidature alors qu'on se bataille avec un parti au pouvoir, on n'a peut-être pas beaucoup de chances de gagner des élections. C'est beaucoup risqué. Gaspard Hubert Lonzi-Coco. Moi, je trouve quand même que la sélection se fait par l'argent et non plus par l'idéologie, ce qui est grave. Et qui, aussi bien, je suis même surpris que l'opposition n'a pas relevé l'anticonstitutionnalité. Alors, l'opposition le dit... Non, pas sur les points de l'argent. Ils l'ont relevé par rapport aux douaniers et aux agents des eaux et forêts qui doivent démissionner 12 mois avant. L'opposition revient également sur ces cautions. Ah ben, donc ça, c'est vraiment anticonstitutionnel et ça va à l'encontre de l'article 26 de la loi fondamentale qui évoque l'égalité de tous les Béninois au regard de la loi. Donc, et puis vous remarquerez que la décision a été prise à 6 mois des élections, alors que je ne suis pas contre une révision de la loi électorale, mais faites-les en amont, en dehors des enjeux. Donc le président de la République aurait pu, au lieu de saisir directement les conseils constitutionnels, voir quels sont les aspects pour pouvoir stabiliser, calmer les jeux. D'une part, soit il promulguait la loi, les textes, mais sans prendre en compte les dispositions contestées, soit il renvoyait les textes à l'Assemblée nationale, au Parlement, pour que le Parlement puisse se prononcer de nouveau en écartant ces dispositions, ou alors, s'il ne veut pas prendre parti, il recourt au peuple souverain par référendum. Encore faut-il qu'il ait le courage, si le référendum ne lui plaît pas, de réviser la Constitution et notamment les dispositifs qui garantissent l'égalité pour que les textes électoraux ne soient pas en porte-à-faux par rapport à la Constitution. Sinon, on se retrouve avec un conflit entre des normes, la loi fondamentale et la loi électorale. Et dans ces cas, la Constitution prime. Jean-Marie Bitomo, est-ce que vous aussi, vous êtes du même avis que Gaspard Hubert Lonzi-Coco, de même que pour l'opposition béninoise, qui disent que voilà, il y a là un code électoral anti-démocratique? C'est un code électoral qui ne sied pas à nos environnements politiques africains. Comment pouvez-vous demander à un candidat de pouvoir poser 500 000 $ pour se présenter à une élection? C'est une chimère, c'est impossible. Est-ce que déjà, dans nos pays africains, où vous avez la population qui a du mal à pouvoir vivre, et vous posez sur la table des cautions de ce genre-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous allez perpétuer, laisser le pouvoir qui se perpétue aux mains des gens qui ont de la capacité financière de pouvoir le faire. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est une première lecture que j'ai. Je peux avoir une seconde lecture là-dessus parce que nous en parlons souvent sur ce plateau. C'est que, vous voyez en Afrique, nos alternances, les oppositions, c'est-à-dire se lèvent après, une fois que le jeu électoral est passé, on se plaint que les règles ne sont pas respectées. Sauf que j'ai toujours dit sur ce plateau, c'est que la plupart de nos oppositions ne se mettent pas en rang serré pour pouvoir gagner l'élection. Donc, d'un autre point de vue, je dirais que ça permet une recomposition du corps électoral de manière fiable. Parce que comment voulez-vous que... Nous avons entendu cela dans certains États en Afrique, dans lesquels vous vous retrouvez avec 250 partis politiques. Il faut d'abord structurer, c'est-à-dire le corps politique, pour rendre les élections crédibles en tant que telles. Dès l'instant que vous avez 250 partis politiques, qu'est-ce qui va en sortir? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit souvent sur ce plateau, c'est que nous, en Afrique, on a toujours besoin, c'est-à-dire essayer... C'est une fonction que j'ai dévolue à l'État, tout simplement. Pourquoi? Former le
citoyen africain a la notion de politique en tant que telle. La politique, c'est pas que chacun se lève, chacun va faire sa petite sauce dans son coin. Je ne demande pas en sorte que nous copions les pays occidentaux, ou dans lesquels, dans la plupart, vous avez un minimum de partis politiques, mais ces gens-là ne sont pas à leur niveau. Il nous faut encore construire la notion de la conscience politique dans nos États africains, dont une disposition comme celle-là. Moi, j'ai deux lectures. La première que je vous ai donnée, à savoir que ça me semble exorbitant. Et la deuxième que je viens de donner, à savoir que ça permettrait peut-être de faire émerger des partis qui vont être durables dans l'OTAN. Alors, nous aurons désormais un Parlement des riches et un président de la République hyper puissant, déplore l'opposition. Thierno Hamidou Baldé, ce nouveau code électoral, donc extrêmement contraignant, on l'a bien compris, va forcément affaiblir l'opposition. Alors, c'est-à-dire que ce qu'on doit encore préciser, c'est le délai. Le timing à 6 mois des élections, c'est toujours très difficile pour une opposition, surtout pour des montants aussi faramineux, de les mobiliser en quelque temps pour participer à des élections législatives ou à des élections locales. Donc je trouve cela, c'est un jeu politique, mais ce n'est pas bon pour la démocratie. Je pense que la mouvance présidentielle l'impose parce qu'ils ont les moyens. Donc ils peuvent financer même des partis parallèles pour gagner plus de majorité. Et ils handicapent notamment l'opposition qui aura des difficultés pour financer les élections. 1, mettre la caution. 2, pour faire campagne. Et on sait qu'en Afrique aussi, faire campagne demande beaucoup d'argent. Et on se posera la question, est-ce que véritablement les politiques visent à la transparence, notamment du financement des partis politiques? Parce que aussi, s'il y a ces méthodes contraignantes, donc certains partis politiques peut-être feront recours à des entreprises privées. Donc c'est les intérêts du pays qui sont en jeu. On a vu notamment en Afrique où des grandes multinationales ont financé des élections et en contrepartie, une fois que les gens sont élus, ils font que rembourser à travers quoi? À travers les richesses du pays. Donc je ne trouve pas cette loi-là très intelligente. Et je me suis posé aussi la question, c'est notamment dans les circonscriptions. Là, on dit qu'un parti politique ou en tout cas une liste qui n'arrivera pas à obtenir 10% sur le plan national, même si tu remportes dans une localité, tu ne peux plus notamment remporter ces sièges-là au niveau de la députation. Je trouve cela très dommage. Gaspard Hubert Lonzi-Coco. Oui, je pense que la problématique qui se pose là est que nous avons souvent en Afrique des hommes et des femmes politiques, commerçants et affairistes. À partir de là, ils créent même leurs propres oppositions. Ils financent même certains opposants qui ne diront rien pendant toute la mandature. Je crois qu'il faut que les Africains, ça ne se passe pas qu'au Bénin, il faut que nous autres Africains, nous puissions comprendre que dès lors qu'une législation, une constitution nous donne le droit de nous prononcer, c'est de prendre notre avenir en main. Il n'y a que les peuples dans ces pays qui peuvent aujourd'hui contrecarrer tous ces plans-là. Moi, je ne vois plus d'autres solutions, puisque l'opposition, notamment institutionnelle, une grosse partie et la majorité sont des mèches et ils font leur business sur le dos des pauvres. On nous parlera de la croissance, des tas de choses, mais ils s'engraissent et la population s'appauvrit davantage. Donc il faut passer à autre chose, c'est au peuple eux-mêmes de mener leur propre révolution. Alors, ce code électoral exclut de fait les jeunes de l'engagement dans la politique, dans la vie politique béninoise. Qu'est-ce que cela dit des rapports qu'entretient le pouvoir du président Patrice Talon avec et son opposition, mais aussi avec ceux qu'il gouverne finalement? De façon générale, comme on reviendra sur l'un des sujets, la problématique de l'emploi jeune au niveau, c'est un problème qui est réel. Et on se pose la question, si on nous dit que la génération c'est l'avenir, donc cette génération, la jeunesse c'est l'avenir, alors qu'on met des politiques et des lois qui visent notamment à empêcher les jeunes d'exercer notamment des pouvoirs politiques, de participer à la prise de décisions dans l'avenir de la nation, c'est contradictoire à ce qu'on vend comme volonté politique. Mais dans les actes, véritablement, les présidents africains ne font rien ou ne mettent pas en vrai les politiques visant à la promotion des jeunes. Notamment, si vous voyez ces montants-là, je ne pense pas que des jeunes qui sont frappés par le chômage, qui cherchent comment vivre ou comment essayer de voyager, pourront essayer de trouver de l'argent, financer, prendre des risques de participer des élections où tu vas compétir avec une mouvance présidentielle au moyen où toute l'administration est mise en place ou bien travaille dans le sens de faire élire ou bien en tout cas de faire gagner la mouvance présidentielle. Je trouve très dommage, en tout cas, la démocratie au niveau du Bénin. M. Talon, qui quand même était quelqu'un qu'on considérait ou on prenait comme quelqu'un qui allait promouvoir la démocratie, je pense qu'on reviendra sur un sujet comme la Guinée, c'est une déception.
Jean-Marie Bitomo. Je trouve que c'est un recul. On l'a tous dit. Nous sommes unanimes sur ce plateau. Je veux bien qu'on puisse essayer de structurer le paysage politique d'un pays, mais pas de cette façon-là. Nous partons d'où? Nous partons, c'est-à-dire la liberté, la démocratie qui est censée laisser au peuple une expression complète et totale et coupée à la base, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y aurait très peu de personnes qui pourraient avoir accès, ne serait-ce que pour être député à l'Assemblée nationale. Je ne parle même pas de la caution de la présidence de la République. C'est complètement, pour moi, c'est vraiment une déception. Comme mon collègue le disait tout à l'heure, le Bénin a montré, est un des pays en Afrique qui a montré l'exemple. Et de mon point de vue, quand on prend une lecture fidèle de l'actualité politique du Bénin, ça semble être un recul en tant que tel sur ce domaine, sur ce point précis-là. Justement, rapidement, Gaspard. On a affaire à des lois injustes et face à de telles lois, il faut la désobéissance civile. Et je suis sûr que Mathieu Kérékou se retournera dans sa tombe. Alors, ces nouvelles dispositions vont donc s'appliquer aux prochaines législatives dans 6 mois et puis ensuite à la présidentielle en 2021. L'opposition parle d'une réforme taillée sur mesure pour le président Patrice Talon. Ce qui est certain, c'est que ce code ne lui est pas en sa défaveur. Non, parce qu'on a entendu tout à l'heure qu'il a saisi le Conseil constitutionnel pour demander son avis. Quand vous êtes président de la République, garant des textes, des lois, vous ne pouvez pas, à ce moment-là, saisir une institution qui, d'ailleurs, nous savons comment fonctionne le Conseil constitutionnel dans notre pays. C'est les présidents qui les nomment, ils sont à sa disposition. Donc moi, je pense qu'il aurait dû jouer le rôle du Parlement ou alors demander au peuple directement par référendum de se prononcer. Là, on aurait eu vraiment une vraie décision pour l'intérêt du pays. Je voudrais réagir, Zara. Vous avez parlé tout à l'heure. Il y a une disposition, si vous voulez, dans cette révision constitutionnelle-là que je trouve très intelligente par rapport à l'Afrique. Peut-être, si nous regardons uniquement ce qui se passe au niveau constitutionnel, on va se dire que c'est taillé pour Talon. Mais on oublie une chose, c'est que Talon a inclus dans la Constitution, c'est que chaque président effectue un seul mandat unique. Alors, c'est ce qu'il a dit quand il a, lors de sa campagne présidentielle. Une de ses promesses électorales, c'est-à-dire lors de sa campagne présidentielle. Ce que j'ose bien espérer là-dedans, tout simplement, c'est qu'il tiendra parole. C'est-à-dire que cela soit voté. Parce que nous ne pouvons pas avoir plusieurs avis. C'est-à-dire, d'un cas, on se dit que nos présidents s'éternisent au pouvoir. Un monsieur comme Talon arrive, il dit que moi, je veux imposer un mandat unique de la présidence. Et ça, c'est une avancée pour nos pays africains. Thierno Hamidou Baldé, alors plusieurs présidents africains ont tenu les mêmes propos, pas un mandat forcément, mais deux. Je n'ai pas regardé complètement le texte pour savoir s'il a maintenu cela, mais j'espère que s'il l'a maintenu, ça va s'appliquer à lui-même. C'est-à-dire à la fin de ce mandat-là, il ne doit plus se représenter. Parce que si la politique vise notamment à ce que chacun fasse un mandat, il faudrait que lui-même, il l'applique à sa propre personne. C'est-à-dire que le mandat prochain, qu'il prend la décision, même si la loi le permettait, parce que c'est une nouvelle, peut-être. Je pense que, voilà. Donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est de refuser, notamment, de participer à une nouvelle élection. Comme ça, je pense qu'il a montré l'intention. L'autre chose que je voudrais rajouter, c'est notamment la même mise sur les cours constitutionnels. Et certainement, on va revenir sur le cas, notamment d'autres pays en Guinée. Aujourd'hui, l'une des façons aussi de maintenir des dirigeants au pouvoir, c'est notamment le Conseil constitutionnel. On pense que c'est un pouvoir, notamment une institution judiciaire très importante qui vérifiera la constitutionnalité des lois, mais aussi vérifiera à l'application intégrale des constitutions. Mais lorsque les chefs d'État mettent en place notamment ses propres personnes, donc envoyées au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est pour soit valider des résultats frauduleux, c'est soit accepter des modifications constitutionnelles pour le maintien à vie au niveau du pouvoir. Merci messieurs pour ce décryptage. On s'interrompt quelques secondes et on revient juste après cette courte pause. À tout de suite.